Dr. Miguel Altieri. L'agroécologie pour améliorer l'agriculture durable pour une planète en polycrise. Alors, il est une figure, une tête de file en agroécologie, doctorant en entomologie de l'Université de la Floride, professeur d'agroécologie à UC Berkeley depuis 37 ans. Maintenant, professeur émérite, il a fait beaucoup de recherches. Il a fait la promotion de l'agroécologie en Californie, en Amérique latine, travaillant de près avec les fermiers. Il a visité des organisations jusqu'à CLEADS au Chili et l'UNDP, le réseau des Nations Unies sur l'agriculture. Il a reçu plusieurs honneurs, doctorats honoraires et fait partie du mur de honoraires. Il est l'auteur de 250 articles scientifiques, 40 livres sur l'agroécologie. Il est présentement, il est co-dirigeant du Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas, CILIA, et il continue, il est en Colombie avec sa femme. Alors, à vous la parole, Dr. Altieri. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux de vous parler aujourd'hui de ce groupe-là de l'UNF sur l'agroécologie. Et je vais demander à mon épouse de m'aider à partager l'écran. Alors, merci. On fait face à une polycrise au niveau planétaire dans laquelle nous avons plusieurs crises qui affectent la planète, changement climatique, perte de biodiversité, pandémie, conflits armés, crise économique, inflation et crise de santé publique avec comme la COVID-19. Ce qui est intéressant, c'est que ces problèmes mondiaux, alors, manque de nourriture, manque d'eau et tout cela, sécurité alimentaire, ça ne peut pas être abordé en isolation. Ce sont des problèmes systémiques, interdépendants. Et alors, quand c'est aggravé, les effets se répandent à travers le système, ce qui va exacerber les autres problèmes. Changement climatique, COVID, biodiversité, tout cela ensemble vont aggraver les choses. C'est un cercle vicieux. En ce moment de rupture écologique et économique, la pandémie et le changement climatique constituent une manifestation d'une cascade de catastrophes qui vont affecter l'humanité en autant qu'on continue avec les tendances d'extraction et de consommation. L'expansion rapide de l'agriculture industrielle, la perturbation des écosystèmes sauvages fait partie de cette cascade qui impose un gros fardeau économique, écologique sur la planète. Alors, ça va dépasser les... Alors, ça va transcender l'espace sécuritaire. L'agriculture va contribuer au changement climatique. Ça affecte la biodiversité, injection de produits chimiques nouveaux, changement d'utilisation des terres, etc. Et qui sont certains irréversibles. Il y en a qui ont dépassé les émeutes et certains cas qui sont irréversibles. Il faut s'adapter au changement climatique parce que ça se produit déjà, perte de biodiversité, etc. Alors, 80% du paysage agricole mondial est couvert de monoculture homogène. Alors, 1,5 milliard d'hectares d'agriculture au monde. Et alors, ce 80%-là est couvert, comme on le disait. Alors, c'est des intrants externes, plus susceptibles aux mauvaises herbes, aux insectes, parce que ce sont des cultures homogènes. Donc, comme on voit aujourd'hui, le moins
il y a moins d'espèces qu'on a dans le paysage, le plus haut le risque de perte de récolte. Comme par exemple, le Canada, Midwest américain, à peu près un ou deux espèces dans le paysage. Donc, les probabilités de perdre des récoltes à cause des espèces nuisibles, changement climatique, au fur et à mesure qu'on augmente. Si on augmente la diversité des cultures, le risque est moindre à mesure qu'on augmente la biodiversité. En dépit du fait qu'on pourrait utiliser 250 000 espèces de plantes et seulement trois, le maïs, le blé et le riz, qui représentent 50 de l'alimentation humaine. Alors, ça a été favorisé par certaines politiques. Donc, la plupart de ces cultures-là sont relativement uniformes génétiquement et donc très vulnérables aux épidémies et aux variations climatiques. Donc, ça découle des économies, des intérêts économiques puissants et législatifs. Donc, on a vécu des choses, l'exemple de la famine en Irlande, vous vous rappelez, avec les patates avaient été détruites par un pathogène parce que c'était homogène. La même chose s'est passée aux États-Unis en 78. La perte de maïs, alors perte de 13 millions de tonnes dans une saison seulement. Alors, on peut voir le plus homogène, c'est le plus vulnérable, ça va l'être. Et parce qu'ils sont si vulnérables, il manque de... Il faut injecter à cause des mauvais processus, il faut injecter encore plus d'herbicides, d'insecticides et fongicides. 1,2 milliard de tonnes, 5,2 milliards de tonnes de ces produits-là. Et tout cela affecte la biodiversité, la santé publique. On estime aux États-Unis, si on pense à l'impact des pesticides, de l'environnement, ça coûte environ 10 milliards de dollars par année. Et à cause de l'utilisation des mêmes produits chimiques, on fait face à une résistance de la part des insectes, des mauvaises herbes, des pathogènes. Alors, plusieurs espèces qui causent beaucoup de problèmes. En Amérique du Sud, 67 millions d'hectares de soja exportés vers le nord pour nourrir le bétail dans le nord. Et ces systèmes-là sont du soja prêt pour le Roundup. Vous voyez les zones, les, les brunes résistent. Les brunes sont prêtes à récolter, mais les vertes résistent au Roundup. Alors, il y a déjà 12 espèces qui étaient résistantes au Roundup. Et donc, ça cause des problèmes. Donc, en dépit du fait qu'on éjecte tous ces pesticides-là dans l'environnement et qu'il y a beaucoup de recherches qui s'effectuent sur la gestion des espèces, les pertes annuelles causées par les insectes, les mauvaises herbes et les maladies sont encore estimées à 40 selon la FAO. Donc, ça indique l'échec de cette technologie chimique. Et l'agriculture est très vulnérable au changement climatique au niveau du paysage. Alors, on voit de plus en plus, on va subir des sécheresses, des, des inondations, des vagues de chaleur. Tout ça se produit déjà dans différents endroits du monde. Et en 2023 était l'année la plus chaude de l'année, jusqu'à date, pardon. Donc, une température moyenne qui était à 1,48 Celsius, 1,4 degrés Celsius, il y a un 8 là, des niveaux préindustriels, 180 jours de température au-delà de 1,5 degrés Celsius. Alors, les émissions augmentaient de 65
depuis que les pays ont commencé à négocier sur le changement climatique. Donc, dans le Midwest, aux États-Unis, en 22, c'est la pire sécheresse vécue. 33% de la production de maïs a été perdue. Et on peut voir ici la trajectoire sur 50 ans. Vous voyez la réaction à différents événements. Depuis 2000, il y a eu des événements climatiques inhabituels qui ont réduit la productivité de manière dramatique. Alors, d'ici 2050, alors les rendements de maïs et de blé montrent l'influence des changements climatiques. Donc, il va y avoir des pertes selon les pays. Ça va être des diminutions. Les monocultures ont peut-être des avantages économiques temporaires pour les fermiers, mais à long terme, ce n'est pas un optimum au niveau de l'écologie. Alors, la réduction de la diversité des plantes cultivées, alors, ça met à grand péril la production alimentaire mondiale. Tiny, tiny bit just for our interpreters. Okay. Thank you. So, industrial agriculture Donc, dominates l'agriculture industrielle 70% of the area of the qui land, qui injects 5.8 billion pounds of contrôle pesticides de into the environment, 70 à 80 des terres contaminate the arables, water, 5,2 produce milliards de CO2 livres de fossil fuels, pesticides, 70 releases more de than l'eau et 40% of 85 greenhouse gases, des carburants warming the fossiles. planet, and 30 conditions des which GES, releases ça 30% of réchauffe la CO2. planète et ça crée des conditions de pandémie. So, we're depending on an agriculture that is not Donc, sustainable. alors, on dépense sur une agriculture qui n'est pas durable. On perd des nutriments, dégradation du sol, lessivage des produits chimiques dans l'environnement, alors plus susceptible aux mauvaises herbes, aux pathogènes, aux espèces d'insectes. Alors, ça représente un problème pour les pollinisateurs plus vulnérables au changement climatique. Pourquoi on fait cela? Alors, le défi depuis des décennies, c'est pour augmenter la durabilité, mais en utilisant la même base arable avec moins de produits pétroliers, moins d'eau et d'azote dans le scénario de changement climatique et de problèmes sociaux et de crise financière. Ce défi-là ne peut pas continuer selon le modèle agricole industriel et les dérivations biotechnologiques. Alors, on ne peut pas régler le problème avec les mêmes choses qu'on faisait auparavant. Alors, on veut une agriculture qui est découplée de la dépendance des combustibles fossiles, un impact environnemental plus faible, être résilient au changement climatique, autres chocs, multifonctionnel. Alors, on veut des systèmes alimentaires locaux d'ici 2030, 30% de la population mondiale. Je n'ai pas ces chiffres-là, mais la population va tripler. Alors, une ville, alors, j'ai manqué les chiffres, là, mais c'est qu'un million au moins, une ville qui a au moins 1 million de personnes doit importer 600 000 livres de nourriture par jour. Alors, on veut intégrer donc moins d'intrants externes, plus de recyclage et faible dépendance des intrants. Alors aussi, les principes d'être capable d'avoir un système agroécologique qui soit diversifié, résilient, qui ne va pas dépendre des intrants et plutôt des processus agroécologiques. L'agroécologie, c'est une série de principes. Il y a des pratiques, bien sûr. Ensuite, ça va mettre en marche des processus. Alors, matière organique, cyclage des nutriments, etc.
propriété du sol et durabilité. Alors, la diversité peut être une rotation. Quelle sorte de rotation dans une partie du Canada ou l'autre? Ça va dépendre des conditions socio-économiques et des sols, mais ces pratiques-là de rotation vont refléter la biodiversité et mettre en branle les choses qui vont donc utiliser la matière organique et réduire les pestes des espèces nuisibles. Alors, on parle d'une conversion d'un système qui dépend des intrants et des pesticides vers un système qui est basé sur l'écologie, diversifié, résilient, mais ça va dépendre des intrants. Donc, c'est plus d'informations. Alors, il faut en connaître plus sur l'écologie de la ferme, s'adapter. Dans ces étapes de conversion, on passe, on veut aller à un système plus diversifié. Il faut augmenter la biodiversité. On va passer du conventionnel vers le durable. Donc, on veut avoir la gestion intégrée des espèces nuisibles. On veut établir des seuils au niveau des maladies, des espèces nuisibles. Et si le seuil est dépassé, il faut arroser. Mais les monocultures, c'est toujours un problème. Ils vont toujours mettre... alors, on veut une gestion intégrée, mais ce n'est pas assez. Deuxièmement, il faut substituer les intrants. Là, les fermiers qui vont changer les technologies de chimique à biologique à organique. Alors, voici un fermier en Californie qui va planter des fraises et il va étendre du compost. La compagnie vient étendre le compost du livre alors, ils vont mettre ça comme monoculture, mais ils ont remplacé l'intrant. Et pas sur une monoculture, ça prend des intrants, mais dans ce cas-ci, ce serait biologique que les travailleurs mettent des mythes pour couvrir les mauvaises mythes. Il faut qu'ils fassent là à chaque semaine cette vignoble au Chili biologique. Il faut qu'ils arrosent différents produits. Les coûts de production augmentent. Alors, le soufre utilisé pour contrôler le mildiou. Et alors, c'est ça. Il y a des contradictions dans ce système-là. Alors, on parle d'aller au-delà du biologique et avoir des systèmes basés sur les principes agroécologiques, gestion organique du sol et diversification des cultures. À gauche, augmenter la matière organique, activer le sol de manière biologique, cycle des nutriments et diversification des cultures, optimiser le contrôle biologique, meilleure utilisation de l'eau, des nutriments, d'énergie solaire et des cultures complémentaires pour avoir le plus haut rendement au niveau des cultures. Donc, la matière organique, le premier pilier est important. Donc, ça améliore la structure du sol, l'infiltration de l'eau et la faune dans le sol. C'est très important, surtout dans les zones sèches. Pour chaque 1 d'augmentation de la matière organique, on peut retenir environ 17 litres d'eau dans le sol par mètre carré. Donc, c'est beaucoup mieux. Les études à long terme faites par Rodale montrent que quand ils comparaient le maïs bio et conventionnel, le conventionnel avait de plus haut rendement que biologique, mais quand les conditions étaient optimales. Mais quand la sécheresse arrivait, le système organique, biologique faisait mieux.
Et c'est dû à plusieurs facteurs. La matière organique, la capacité de rétention d'eau et l'activation d'activité biologique dans le sol. Alors, ça devient la source d'énergie pour un système complexe de champignons, nématodes, tout cela qui vont interagir. Certains d'entre eux, et ils vont aider à dissoudre le phosphore et d'autres sont antagonistes aux pathogènes. Comme ici, on voit la plante de contrôle à gauche avec la mycorhize. On voit les tomates de la même âge, même variété, une avec la mycorhize dans le sol, un fongi qui va dans le sol, des petits champignons, et l'autre qui ne l'est pas. Alors, on voit la grosse différence. Dans les conditions de sécheresse, on sait que les racinelles vont aller jusqu'à 2 mm ici à côté, à gauche, mais avec là, quand c'est bio, ça peut s'étendre les radicelles jusqu'à 40 fois, jusqu'à 80 mm. Alors, c'est très important pour aller chercher la nourriture pour les plantes, pour les racines et nourrir la plante. Alors, ça les protège contre les pathogènes aussi. Donc, il y a beaucoup de pathogènes antagonistes dans le sol. Alors, il y a différentes bactéries, les fongies, Trichoderma et d'autres qui ils ont des pathogènes différentes espèces dont ils montrent à l'écran là. Il y a aussi des effets sur la population des insectes. La recherche a démontré quand on engraisse, mettons le blé, avec le même montant d'azote, mais contre conventionnel versus, on voit l'augmentation du nombre d'aphides. Ça a été développé par un scientifique français. Alors, les petites mouches, quand on met beaucoup d'azote dans le sol, alors la plante n'est pas capable de métaboliser le tout, là, et les aminoacides. Pour une explosion de population d'aphides, de pucerons, là. Alors, si on fait la biologique avec l'émission plus lente de l'azote, ça va produire moins de pucerons. Deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle la diversification des agrosystèmes. Il y a différentes stratégies. Alors, polyculture, variété, rotation, couverture végétale, les fumiers verts. Il y a plusieurs exemples de ce qu'on peut faire, plusieurs stratégies. Par exemple, la rotation au Brésil avec des couvertures végétales, et certains fermiers au Canada le font. Ils font produire la couverture végétale de 7 à 8 espèces. Habituellement, il y a de l'orge, des légumineuses, du trèfle et d'autres. Alors, ils vont passer un rouleau pour mélanger. Alors, ça ne coupe pas la végétation, c'est juste, ça fait comme un tapis, et par-dessus, ils vont planter le maïs, les fèves, et soit par traction animale ou à la main. Donc, il n'y a pas de mauvaises herbes parce que comme on étouffe avec la couverture végétale, ça va contrôler les mauvaises herbes. Alors, donc, on voit les effets positifs. Donc, avec le compost,
et il y a une zone allélopathique, les graines des mauvaises herbes vont mourir. Alors, si on plante plus creux, sous la zone toxique, ils pouvaient faire mieux sans utiliser d'herbicides. Les GFMI aux États-Unis ont, ont- ils ont volé l'idée des fermiers au Brésil sans les reconnaître, mais ils ont développé le système où ils vont planter de l'orge et des rouleaux sophistiqués et ils vont planter la récolte là-dessus, sur ce compost-là, ce paillis-là, sans l'utilisation d'herbicides. Alors, ce serait une diversité temporelle. Deuxième, alors, diversité serait génétique, de planter une variété des mélanges, là. C'est utilisé dans l'Europe de l'Est, différentes sortes d'orge, de blé. Donc, beaucoup de recherches qui ont été faites dans l'Europe de l'Est, ils ont découvert que les niveaux de mildiou, alors, quand on mélange les variétés, c'est moins susceptible. Donc, alors, on peut voir, alors, là, ça a été abandonné à cause de l'homogénéisation et de la perte de diversité génétique, mais le mildiou, c'est une bonne stratégie utilisée. L'autre, c'est des cultures intercalaires que plusieurs utilisent depuis des siècles. Alors, maïs, fèves, les courges ensemble. Et c'est comme le laboratoire de l'agroécologie. J'étudiais ce système-là dans les années 70. Il y a beaucoup d'interactions qui se passent au-dessus et en dessous du sol. Et on a appris beaucoup des petits fermiers en matière d'agroécologie. Une des choses qu'on a découvert quand je faisais de la recherche, quand on mélange différentes espèces, il y a une source incroyable de bons insectes. Alors, la culture intercalaire euh, euh, va confondre les insectes, les mauvaises espèces nuisibles. Alors, on voit qu'il y a moins d'espèces nuisibles là, dans les monocultures, les polycultures, pardon, plus de bons insectes dans les polycultures que dans les monocultures. L'autre chose, c'est quand on augmente la diversité, on peut réduire les mauvaises herbes. Alors ici, on voit maïs et fèves. Alors, les mauvaises herbes ont été supprimées. Si on enlève les fèves, ça ouvre et le sol, et il peut y avoir de mauvaises herbes. Ils ont fait des études en Inde et ailleurs. On voit là, ici, on avait une monoculture. Alors, on montre la différence au niveau le sorgho. On voyait une diminution des mauvaises herbes là, et le rendement augmentait. Sous la terre, il y a beaucoup d'interactions qui se produisent. Alors, la facilitation, partage du sol, des effets complémentaires, les plantes qui ont besoin de différents nutriments ou de profondeur de racines. Alors, ça crée de bonnes interactions. Comme par exemple, en Chine, ils ont des monocultures d'arachides. Quand ils ont combiné les deux cultures, il y a une solubilisation du fer, du zinc, du cuivre, du manganèse, et ce sont des micronutriments. Alors, ça se produit seulement quand tu as deux sortes de cultures, quand ils ne sont pas monocultures. Alors, les plantes vont exuder, si vous voulez, différentes composantes, des acides organiques, aminoacides et d'autres acides, des sucres, etc.
Et tout cela va interagir, va faire des interactions positives, telles que augmenter la croissance des plantes, des activités antibactériennes, très bonnes interactions, etc. Donc, c'est intéressant que lorsqu'on va mesurer le rendement des monocultures, alors land equivalent ratio, l'équivalent, alors la manière de calculer l'avantage des polycultures, on utilise la formule, on mesure le rendement de toute culture comparé dans une monoculture à polyculture avec les fèves. Alors, quand on les combine, on voit une valeur de 1,5. Donc, ça te prend 1,5 hectares de monoculture pour avoir l'équivalent de 1 hectare en polyculture. Donc, c'est mieux pour les polycultures. Il y a plusieurs analyses qui ont démontré, quand on compare l'aide, il y a des réponses positives au niveau de la polyculture. On voit la différence au niveau des couleurs dans le graphique. Fertilité, rendement, cycle des nutriments, de l'eau, contrôle des mauvaises herbes, pollinisation, etc. Les éléments sont là. Donc, plus c'est diversifié, ils font beaucoup mieux que dans les systèmes monoculture aux États-Unis. Le service de conservation des sels avait commencé à promouvoir la polyculture, l'orge et les laitues. Alors, et aussi protection même au niveau du vent. Le processus se produisait quand en faisant de la recherche et qu'est-ce qui se passait avec les insectes, les pathogènes et tout cela. Il y avait beaucoup de bonnes interactions parce qu'ils ne mesuraient pas à ce moment-là. Ils voulaient simplement réduire l'érosion par le vent à ce moment-là. Les petits fermiers dans le Midwest utilisent encore des systèmes de culture intercalaire en bande. On monte de 82 à 85. Les fermiers étaient capables de sauver 83 $ à l'acre à cause de ces systèmes-là. Parce que, alors, améliorer le sol, briser le cycle de vie des mauvaises espèces, alors, utilisation de maïs et tout cela. Je vais te montrer des exemples de la Colombie où je travaille la moitié de l'année. C'est une ferme de sucre dans la vallée Cauca où la canne à sucre est gérée de manière conventionnelle, sauf ici. Ils font de la canne à sucre avec un autre type. Alors, la canne à sucre ferme pendant 5 mois. On peut mettre comme ici cowpeas, les carottes. Donc, alors, le niébé, alors on peut voir ici, alors ils vont amener les animaux et donc ça contrôle les mauvaises herbes, les moutons ici, dans ce cas-ci, on peut voir. Alors, les animaux sont utilisés pour contrôler. Donc, ce qui est intéressant, ce que ça dit ici, c'est que dans le système, l'efficacité d'utilisation de l'azote est très élevée, 2,7 tonnes de kilos d'azote opposé au conventionnel qui est seulement 0,6 tonnes. Alors, l'efficacité est beaucoup mieux
avec les sources naturelles. Et après 3 ans après la conversion, la production est au-delà de 10 tonnes par hectare par mois. 4 d'augmentation, non, 4 de matière organique, 1,5 d'eau par mètre carré d'entreposé dans le sol. Les dommages par les mauvaises espèces sont plus faibles. Donc, 54 espèces d'araignées, 28 espèces de fourmis qui contrôlent les mauvaises espèces et une réduction de 40 dans les coûts de production. Alors, non seulement tu fais plus d'argent, mais tu réduis les coûts de 40 Il y a aussi également des systèmes de production animale alternatifs. On appelle ça les systèmes sylvopastoraux. Alors, j'ai combiné différentes herbes, légumineuses, des arbustes, des animaux, des arbres. Alors, ça, c'est pour alimenter les animaux. Alors, donc, on parle d'une conversion, alors, du pâturage et de un système sylvopastoral. On voit des exemples. Alors, des plantes qui sont mangées. Ce qu'ils ont découvert, quand on augmente la présence des animaux de 1 à 5 par hectare, et alors on peut montrer que l'augmentation, vous voyez au niveau de la pluie, ça change au fil du temps. Le Niño, la Niña et les rendements de la canne à sucre a été presque environ à 10 tonnes par hectare, peu importe l'année. Ça, c'est à cause du contenant en matière organique. Donc, avec 40 de moins de superficie, tu as une augmentation de 65 de la production de lait et donc 69 d'animaux par hectare par année. Alors, les principes appliqués dans ces processus-là, donc adopter des pratiques de gestion qui vont aider la santé des animaux, diminuer les intrants, diminuer la pollution, va vite, améliorer la diversité, etc. Alors, mais il faut mesurer qu'est-ce qui est important. Alors, il faut changer ce que l'on mesure aussi. Il faut cesser de parler de kilogrammes par hectare, plutôt par unité d'eau ou d'énergie. Alors, c'est les nutriments par hectare ou la production totale, pas seulement le rendement d'une seule culture, parce qu'on peut produire différentes choses. Alors, les services écosystémiques, toutes ces choses-là, tous ces indicateurs-là devaient être considérés quand on regarde les différents systèmes. Donc, écologiser les systèmes agricoles n'est pas suffisant. Ça prend des changements sociopolitiques aussi. Il faut briser l'industrie, les monocultures industrielles, démanteler les contrôles des multinationales et les politiques néolibérales. Alors, donc, ça va nécessiter de gros changements de la part des sociétés, de l'économie sur les marchés. On veut aller vers des réseaux d'alimentation alternatifs, réduire la distance, s'assurer que la nourriture est saine et accessible à tout le monde, et plus de revenus et d'emplois sont créés et retenus dans les économies locales. Alors, pour cela, tu as l'empire alimentaire à gauche qui contrôle ce qui se passe, ce que les fermiers vont faire, ils contrôlent les produits chimiques, les semences et tout cela.
Et parce que c'est une organisation verticale, une intégration verticale, ils vont contrôler ce que les consommateurs vont manger, ils contrôlent le prix, la quantité. Donc, il faut détourner cela. Alors, on va avoir des territoires qui sont plus autonomes de manière agroécologique, contourner le système actuel. Il y a alors une économie solidaire. Donc, les marchés territoriaux, les marchés locaux, régionaux, plus flexibles, alors des canaux plus à circuit court en matière de mise en marché, moins vulnérables au changement de prix et aussi les marchés territoriaux vont réduire la dépendance des producteurs et des consommateurs sur les grosses corporations. Alors, on ne peut pas mettre tout sur le dos des fermiers. Les consommateurs ont un rôle là-dessus. Donc, pour manger, c'est une action, écologique et politique. Je m'excuse, il va un peu vite. Alors, lorsque les consommateurs appuient les fermiers locaux au lieu de l'alimentation des multinationales, il y a une conséquence. Il faut créer une durabilité socio-écologique et une résilience, participer de manière active de la part des consommateurs et réduire les pressions. Il y a plusieurs producteurs. Alors, il y a des politiques orientées sur les producteurs dans différents pays pour promouvoir l'agroécologie. Il y a celle au Brésil. Alors, il y a une loi nationale sur l'agroécologie où les repas servis à l'école doivent venir des petits fermiers et 2000 municipalités participent à ça. Donc, il faut augmenter l'agroécologie. C'est possible, mais ça prend des actions positives, appuyer les réseaux de petits fermiers, faire de la recherche, entamer des actions spécifiques en faveur des femmes aussi, avoir des alliances stratégiques avec les mouvements sociaux. Donc, la participation des consommateurs. Donc, les moteurs de la massification agroécologique, donc, il faut reconnaître qu'une crise, ça nous prend des organisations sociales, parce que le tissu social, il y a aussi, c'est là que l'agroécologie va trouver un bon sol. Les réseaux, partage d'expériences, connaissances, des pratiques agroécologiques efficaces, l'intervention des leaders, etc. Les changements dans l'agriculture doivent être accompagnés d'un changement d'une économie du marché à une économie de solidarité des combustibles fossiles à l'énergie renouvelable. Alors, ça prend des mouvements alliés sociaux qui soient urbains et ruraux aussi. Alors, j'ai fini ma présentation. Thank you very much, Dr.